Bonjour et bienvenue dans Legal & Tech. Chaque mois, on décrypte ensemble l'univers des Legal Tech. Qui sont-elles? Comment révolutionnent-elles le droit? Et quels bénéfices surtout pour les directeurs juridiques et les avocats? Je pars chaque mois à la rencontre des acteurs qui transforment la pratique du droit grâce à l'innovation. Des interviews exclusives, des insights concrets et des solutions qui changent la donne. Prêt à explorer le futur du droit? C'est parti! J'oubliais, si l'émission vous plaît, laissez plein d'étoiles et partagez-la autour de vous. Et si vous avez une Legal Tech à me faire découvrir, contactez-moi sur LinkedIn. Aujourd'hui, mon invité est Maxime Loisel, directeur commercial chez EasyQuorum, une solution de dématérialisation des assemblées générales et des réunions de gouvernance. Bonjour Maxime. Bonjour Delphine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Legal & Tech et on va parler aujourd'hui d'une solution que je suis sûre de nombreux connaissent déjà. Il s'agit de EasyQuorum, mais je vais évidemment te laisser la parole très rapidement et je voulais déjà savoir, est-ce que tu peux toi te présenter déjà et puis nous dire un peu qu'est-ce que c'est que EasyQuorum et nous donner peut-être quelques chiffres. Avec grand plaisir Delphine, merci encore pour ton invitation et ravi de participer à ce podcast. Je vais faire très bref en me concernant. Moi je suis Maxime Loisel, du coup je suis le directeur commercial d'EasyQuorum que je vais te présenter juste après. Pour faire simple sur moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'évolue dans la commercialisation de solutions digitales. La majorité de mon expertise est dédiée au logiciel pour les directions juridiques, donc ça va faire un lien très rapide avec EasyQuorum parce que EasyQuorum, qu'est-ce que c'est? EasyQuorum, concrètement, c'est une plateforme web, 100% web, qui se concentre sur l'organisation, le pilotage des assemblées générales, conseils, comités, etc. Ça veut dire que concrètement, on équipe les directions juridiques ou tout autre service en charge de ces événements d'ailleurs. L'outil propose des centaines de fonctionnalités pour automatiser la préparation, digitaliser la conduite de l'événement et sécuriser toute la donnée. Donc pour te donner quelques chiffres en complément, c'est un peu plus de 350 clients en France, de tout type de secteur, j'y reviendrai par la suite. C'est un peu plus de 2000 séances organisées par an, 3 millions de convocations par an, et c'est un outil, pour faire simple, 100% dédié à rendre les AG et les conseils faciles. D'accord. Et tu as parlé de direction juridique, mais j'imagine que votre solution aussi peut équiper des cabinets avocats qui s'occupent des secrétariats de leurs clients, par exemple. Exactement. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec des cabinets, même si finalement l'utilisateur final de nos fonctionnalités, de notre offre de service, va finalement être la direction juridique, mais pas que, parce que voilà, on peut traiter avec tout secteur. Donc parfois ça va être le service associé, le service adhérent, selon le type de structure. Mais oui, tout à fait, on travaille avec des cabinets. Ouais. Alors j'imagine évidemment vous connaissez très bien les problématiques de vos clients. Alors c'est quoi le moment qu'ils détestent le plus quand ils organisent par exemple une AG ou un board? Qu'est-ce que c'est quoi les irritants pour vos clients? La réponse. J'imagine qu'il y en a beaucoup et je les connais un peu, mais c'est pas grave. C'est ça, bah oui. La réponse facile, ce serait de dire tout. Non, mais si on rentre dans le vif du sujet, sur ce sujet-là, c'est la problématique principale va souvent être liée au nombre de personnes convoquées. Ça va définir plusieurs cas de figure, plusieurs scénarios. Si on a peu de personnes à gérer dans sa structure, le moment le plus pénible, ça va être la préparation de l'événement. Donc l'ensemble des documents, le recueil des différentes informations auprès de tiers. C'est parfois hallucinant en fait le temps que passent certains de nos clients sur l'organisation de leurs séances avant même avant même le jour J ou avant même d'être équipés de quoi que ce soit. À l'inverse, si le nombre de personnes convoquées est volumineux, en plus de la préparation, vient s'ajouter toute la pénibilité autour du suivi des participations, de la gestion des pouvoirs, des votes, l'atteinte du quorum qui est souvent stressant. Donc nous, en tout cas, EasyQuorum, on a vu tout type de volume, de l'associé unique à l'Assemblée Générale qui réunit quasiment 1 million de personnes. Et c'est fou de voir comment le digital peut simplifier ce genre de tâches un peu chronophage, on va dire. Ouais, très très chronophage. Est-ce que vous avez vu une vraie évolution, parce que pour ma part, moi j'étais en plein dedans quand il y a eu le Covid, une évolution justement de cette solution après ou pendant Covid? Ah bah complètement. Ouais. Déjà le format des événements a complètement changé. EasyQuorum date de bien avant le Covid, donc on était habitué au présentiel. Ouais.
avec de la gestion vraiment d'émargement physique, etc. On était vraiment sur ce type d'organisation. Le Covid est arrivé, donc le présentiel, on a vite pu l'oublier. On était plus sur du distanciel ou du huis clos au maximum. Et après le Covid, on s'attendait à ce que le présentiel revienne. On l'a vu, hein, on a vu que c'était revenu, mais un nouveau format est apparu et s'est installé, c'est l'hybride Oui, c'est ça. finalement. Donc quelques personnes sur place quand même pour la cohésion, mais la majorité à distance et on se rend compte que la participation a augmenté. Donc d'un point de vue fonctionnel, tout s'est adapté sur ces formats hybrides. Et justement, si tu devais décrire une AG ou un conseil d'administration traditionnel en 3 mots, ce serait quoi? Enfin, traditionnel aujourd'hui et versus avant, ou je sais pas. Oui, oui. Bah, si je réponds comme le répondraient nos clients, ces événements, c'est chronophage, source de stress, mais quoi qu'il arrive, essentiel à la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment utilisateur. De notre point de vue à nous, comment on se prononce, c'est hybride, beaucoup de documents. Bon, ça fait plus que 3 mots, mais C'est pas grave, vas-y. la finalité, ça reste vraiment que aujourd'hui, c'est des experts juridiques qui doivent, sur une période très courte, avec une deadline souvent qui arrive trop vite, réaliser une montagne de tâches chronophages, souvent à faible valeur ajoutée, et finalement, ils n'ont plus beaucoup de temps pour leur réelle expertise juridique à cause de ça. Donc le but de tout ça, c'est d'inverser la tendance. Donc si on doit le décrire, oui, je dirais chronophage, stressant, mais essentiel. Donc il faut traiter ce type d'événement. Et comment justement EasyQuorum simplifie la gestion aussi des sociétés? Parce que là, on a parlé d'AG, etc. Mais comment concrètement est-ce que ça simplifie la vie de la direction juridique? Est-ce que tu peux donner des exemples Bien sûr, bien super sûr. concrets, quoi? Bah ouais, clairement, vaste sujet parce que finalement, EasyQuorum, nous, on va vraiment se concentrer sur les périodes autour des événements. Donc, je vais pas, ou on n'aura pas la prétention de dire qu'on facilite systématiquement la gestion globale de la société, mais en effet, s'équiper d'EasyQuorum ou de ce type d'outils, hein, d'ailleurs, c'est un grand pas vers une gestion globale facilitée. Parce que concrètement, EasyQuorum, ça réunit sur un seul et même espace la génération automatique des documents. On passe plus de temps sur la partie administrative. Donc les convocations, les pouvoirs, les bulletins de vote, la feuille de présence, le procès-verbal, etc. Tout ça, les experts juridiques s'en débarrassent. La collaboration autour des documents aussi, donc est facilitée et centralisée. La préparation des séances avec la gestion des agendas, l'envoi des convocations, l'automatisation de la gestion des pouvoirs et des votes, je l'ai un peu dit, tous les calculs. Donc en fait, on vient automatiser toutes ces tâches-là pour faire gagner du temps aux utilisateurs sur de la réelle expertise juridique, sur des sujets beaucoup plus orientés peut-être business pour l'entreprise. On joue beaucoup aussi sur la transparence de l'information avec son actionnariat, c'est important. Il y a des espaces complètement dédiés aux participants, donc des actionnaires, des adhérents, des membres, où ils peuvent accéder en temps réel à toute l'information qu'on leur transmet. Donc ça va faciliter, ça va dégager du temps. Ça va augmenter la transparence, augmenter l'implication, on va dire, des participants dans ce type d'événement qui est central hein, pour la stratégie d'une entreprise. Donc oui, si on s'équipe de plusieurs choses, on va avoir une gestion facilitée. S'équiper d'EasyQuorum, c'est un début et c'est un grand pas pour se faciliter la vie, clairement. Et ça veut dire aussi que chaque juriste qui a accès à EasyQuorum a un dashboard, enfin un tableau de bord auquel il a accès pour avoir des métriques, des suivis de dossiers, comment ça Exactement. fonctionne. Ouais. Oui, complètement. Dès sa connexion, finalement, le juriste ou l'utilisateur qui est amené à piloter ou suivre des séances, va avoir son dashboard avec l'ensemble des entités concernées, les séances qui sont à venir ou à préparer, une liste de tâches. En fait, dès sa connexion, il a un peu sa to-do list du matin pour piloter ces différentes séances. Il y a des sujets de workflow et de collaboration. Donc, pour préparer une AG ou un conseil, on travaille beaucoup sur l'ordre du jour. On réunit les rapports avec l'équipe finance. On se rapproche de telle ou telle personne pour préparer un document. Donc, tout ça est géré dans l'outil, suivi avec des systèmes de workflow, de validation par étape, et on peut réunir pas mal de contributeurs. Donc oui, dès sa connexion, l'utilisateur sait quoi faire.
et sait quoi faire, et dès sa connexion, en fait, et dès la préparation de l'événement, bah, il a sa to-do list pour envoyer les convocations à qui, quand, comment, où est-ce qu'il en est dans son quorum. Il peut préparer le jour J aussi avec les indications de présence, etc. Donc oui, c'est vraiment c'est un tableau de bord complet pour piloter ces différentes séances et les enjeux liés aux séances surtout. Donc là, on voit un peu, on visualise très bien un peu le tableau de bord, etc. Et d'après toi, quel est le premier effet un peu, l'effet waouh qu'un directeur juridique ou un secrétaire général, ou tous les utilisateurs remarquent en utilisant EasyQuorum? Non, c'est intéressant comme question parce que il faut toujours qu'on se pose la question sur finalement qu'est-ce qui impacte et répond tout de suite à un besoin exprimé. Euh, c'est un peu un mix de plusieurs fonctionnalités. Je pourrais pas en citer qu'une, même si je vais un peu le faire, mais finalement, l'effet waouh, c'est la largeur de la couverture fonctionnelle de la plateforme. Sur le marché aujourd'hui, on va trouver facilement des solutions de vote électronique, d'envoi de convocation, et ça se concentre sur ça uniquement. Mais lorsqu'on découvre EasyQuorum, nos interlocuteurs sont souvent étonnés de voir qu'un outil couvre autant de sujets. Parce que finalement, la plateforme vient aider du moment où l'on pense à organiser une séance jusqu'à la clôture de la séance en elle-même. Tous les sujets sont couverts. Donc comment on le fait? Bah, c'est dû à l'approche métier. Nous, en interne, la plupart de nos chefs de projet, c'est des juristes de formation. Notre responsable produit, donc directement concerné par le produit, est une juriste de formation. Donc, on essaie vraiment de créer un lien, une passerelle ultra fine entre quotidien métier et réponse fonctionnelle. Donc oui, par exemple, l'effet haut, ça pourrait être sur la facilité de piloter l'ensemble des votes électroniques dans la plateforme, mais ce serait 20%, allez 30% de la couverture fonctionnelle de l'outil. Donc là où on facilite le mieux et là où je me permets de dire peut-être on impressionne le mieux en tout cas, c'est sur le nombre de possibilités et la largeur de la couverture fonctionnelle. Ok, non, c'est clair. Et quelles sont les objections un peu les plus courantes des entreprises qui hésitent, tu vois, encore à digitaliser leur AG? Comment vous les adressez? Oui, oui, si je dois en Il y a citer toujours un une. peu des réfractaires. Il y en a pas Non forcément mais beaucoup, mais il y a toujours un peu pas forcément réfractaires, mais tu vois, un peu suspicieux ou pas convaincus, on va dire. ah non mais clairement, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit à nos clients, hein, même si on a des fonctionnalités pour obtenir le consentement des participants, pour aller vers de la convocation digitale et plus papier, pour limiter le papier au maximum, on n'atteint jamais 100% de ça. On digitalise au maximum, mais on a toujours, alors oui, des réfractaires ou même des personnes peu à l'aise avec la technologie, donc c'est pour ça que Oui, on c'est vrai. propose toujours de l'envoi papier, on propose toujours du vote à main levée. C'est le but, en tout cas, ça reste de faciliter le tout, peu importe l'organisation souhaitée, mais de nos clients, avant même de se lancer sur le projet EasyQuorum, on a le même ennemi que tout le monde. Hein. Pour toutes les solutions digitales, le pire ennemi, ça va être la phrase non, mais nous, ça fonctionne déjà très bien comme ça, pas besoin de changer. Souvent, oui, en effet, c'est le cas, mais le problème, c'est que les directions, les décisionnaires, en tout cas derrière, ont parfois du mal à réaliser que par exemple, deux de leurs assistants de direction passent plusieurs jours entiers sur la préparation de l'ordre du jour, ou que l'équipe juridique a moins de temps pour prêter les contrats parce qu'ils sont en train de calculer les pouvoirs d'une assemblée générale. En fait, c'est vraiment de l'organisation de tâches et souvent ils se rendent pas vraiment compte du poids et de l'impact que peut avoir ce type d'événement sur le quotidien. L'organisation de ces événements, c'est ultra chronophage. Les équipes, souvent experts, du coup, comme je le disais, sont noyées dans tout ça. Donc, il y a une vraie approche ROI derrière. Et EasyQuorum fonctionne bien sur ces sujets parce que la plateforme se paramètre rapidement et décharge les équipes de tout ça. Donc, comment on traite ces objections-là en montrant la plateforme pour montrer tout ce qui est possible de faire. Souvent, c'est un peu le cas, lorsqu'on met un peu le nez, comment dire, on met vraiment en avant le fait que parfois une grande partie de l'équipe est 100% dédiée à ça pendant plusieurs jours. C'est compliqué parce que derrière il y a tout le business et il y a l'entreprise qui doit encore tourner. Donc voilà, si on peut automatiser ce type de fonction-là et permettre d'avoir un peu plus d'expertise juridique pour d'autres sujets ou même sur ces sujets-là, autant utiliser le digital, clairement. Ouais.
Et tu as dit justement que le paramétrage était facile, donc vous n'avez pas ce genre de réflexion, ah mais non, ça va être compliqué comme outil à mettre en place, on n'a personne pour gérer le projet, comment on va faire? Ça, vous avez pas tellement ce genre de... Si, tu fais bien de le mentionner parce que complètement, oui, on peut se dire qu'on est sur de la. Alors, on reste sur de la transformation digitale, mais on n'est pas sur la mise en place d'un ERP, on change complètement un Oui, CRM. On est oui, vraiment sur un outil métier. Donc, nous, les déploiements, ça va de 3 semaines. Je crois que le plus large, c'était sur 2, 3 mois hein, pour des volumes très importants. Donc, oui. on est sur une mise en place rapide et surtout la prise en main. En fait, nous, on a beaucoup travaillé sur l'UX, donc nos premiers chefs de projet utilisateurs, bah, c'était des juristes de formation qui organisaient des assemblées générales. Donc, on s'est vraiment attaqué à la tâche de rendre l'outil ultra simple. Donc oui, l'objection de dire on n'a pas le temps pour déployer le projet, oui, on la traite assez facilement en disant bah non, mais en fait ça ne va pas vous prendre tant de temps que ça et au contraire vous allez vite en gagner. Oui, donc il n'y a pas besoin, je veux dire, d'un paramétrage compliqué, mettre en place l'outil, c'est ça que... Non, non, au contraire. Nous déjà on dédie un chef de projet à tout déploiement de n'importe quelle taille, que ce soit un déploiement ultra rapide ou long, c'est les profils qui vont changer, mais donc il y a vraiment un accompagnement binôme avec en effet alors soit on voit des chefs de projet du côté de nos clients, soit complètement bah, l'équipe juridique directement. Donc derrière, non, c'est une mise en place vraiment rapide et l'outil s'adapte très bien aux formes juridiques et aux spécificités. Nous, du plus simple, ça va être une consultation écrite. Au plus complexe, on peut rencontrer de la gestion des collèges, du démembrement, des grands volumes, papier, email. Mais ça, c'est déjà prévu nativement, donc ça se traite facilement. Ouais. Ah bah, ça vient justement avec ma prochaine question. Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise qui est plus client chez EasyCorum en termes, je sais pas, de taille, de secteur, de culture d'entreprise, de... Est-ce que toi, Ouais. t'as vu ça? Tu as Non, remarqué ça? clairement. Alors, ce que moi j'apprécie en tout cas d'un point de vue vraiment personnel, c'est que bah, c'est le fait qu'à partir du moment où quelqu'un pense qu'il passe trop de temps sur une AG ou un conseil, techniquement a un besoin d'être équipé d'EasyCorp. Mais parce qu'en fait, nous sincèrement, on accompagne aussi bien des associations locales de toute petite taille que des ministères, des banques, des laboratoires. On passe par l'immobilier, l'agricole, la santé. On a tout type de secteur. Donc dès Ouais, qu'il ça, y a c'est important, effectivement, que tu le dises, parce que du coup, ça veut dire que vos tarifications s'adaptent aussi à, ah oui, forcément clairement. à la... Ça, c'est important parce que moi, j'ai aussi eu cette crainte parfois des directions juridiques ou autres, dire, ah oui, non, mais c'est un outil pure player, ça va nous coûter super cher, on sait pas, on n'a peut-être pas le volume qu'il faut. Et du coup, ils essayent, enfin, ils vont même pas voir, en fait. Nous, voilà, pour être précis, nous, on va vraiment se baser sur les volumes de convocation, en fait. Si on est D'accord. sur une entité, peu importe le secteur, qui a des faibles volumes, qui a pas non plus de grandes spécificités, mais qui a quand même besoin de bah, se décharger de tout ça et de gagner du temps, bah, la tarification va complètement s'adapter. À l'inverse, bah, deux cas de figure, soit il y a un énorme volume d'instances à gérer, soit des grands volumes à gérer, l'un ou l'autre. Là, en effet, la tarification va également s'adapter, mais ça se base vraiment sur les volumes, sur les volumes. D'accord. Donc D'accord. c'est pour ça, je te dis, euh, on a vraiment tout type d'utilisateurs. Hein. C'est ça qui fait la force d'EasyCorp, c'est-à-dire qu'on a vu tellement de cas différents qu'aujourd'hui c'est assez rare de tomber sur du spécifique. Ouais. Et est-ce que toi, enfin, je sais pas si tu le sais déjà, mais est-ce que la digitalisation des AG, des boards et tout ça, elle est toujours possible? Parce que est-ce que dans certains pays ou certains secteurs, vous rencontrez des blocages réglementaires, par exemple? Oui, bah, ça va dépendre de où on met le curseur de la digitalisation. En fait, parce D'accord. il y a deux sujets. Il va y avoir bah, les statuts de l'entreprise hein, qui définissent vraiment comment va pouvoir s'organiser l'assemblée générale ou comment vont pouvoir s'organiser les conseils. Nous, par exemple, on sait que d'un point de vue pays, vu qu'on adresse déjà bah, la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, d'un point de vue européen, bon, on n'est pas allé au-delà pour le moment, mais d'un point de vue européen, il n'y a pas vraiment de blocage en tant que tel. Tout dépend des statuts. Certains statuts disaient que, bah, par exemple, que la convocation doit être uniquement papier, que le vote doit être uniquement papier, etc. Mais il y a eu le Covid depuis, et le Covid Oui. a en fait pour la majorité des entreprises a permis de changer les statuts en ce sens pour permettre justement la digitalisation des AG. Ouais. Et quoi qu'il arrive, du coup, la deuxième partie de cette question, ce serait de se dire, mais
où est-ce qu'on met le curseur de la digitalisation, parce que même si on a des convocations papier et qu'on a du vote papier ou à main levée, ça ne veut pas dire que la digitalisation ne va pas aider pour préparer les documents, l'émargement électronique, le calcul automatique des voix ou des quorums. Donc ça va aider dans quoi qu'il arrive. Mais oui, c'est vraiment lié au statut. On rencontre encore quelques dinosaures où les statuts imposent 100% papier et rien n'était fait. Mais ça se change, hein. Ça a amené à changer, hein, À clairement. évoluer, ouais. Et est-ce que les signatures électroniques et le vote en ligne sont toujours inattaquables est-ce que vous garantissez, vous, la fiabilité de ces votes? Oui, ah bah très bonne question parce que on l'a souvent et on pourra en douter alors que pas du tout parce que bah sur les signatures électroniques, bon exemple, par exemple, l'objectif principal derrière tout ça, c'est de valider l'identité du signataire. Donc de trouver un équivalent à la signature manuelle, c'est un peu le problème de la digitalisation de la signature. C'est pour ça qu'aujourd'hui on intègre nous des outils leaders, hein, sur le marché. On n'en propose pas nous-mêmes, on n'est pas éditeur de signature électronique, mais on va se connecter avec des outils, Universign ou autres évidemment pour en citer peu, mais ça c'est de la signature avancée ou qualifiée, donc ça c'est juridiquement validé, donc ça valide l'identité du signataire. Il y a de l'eurodatage électronique, donc la fiabilité est totale, et c'est la même idée pour le vote en ligne. Donc les participants sont identifiés avec une procédure de connexion sécurisée, ça peut être l'identifiant, le mot de passe, la double authentification, le code OTP par SMS si on va plus loin. Et le but de tout ça, c'est de valider l'identité du votant et de faire un eurodatage électronique. Comme ça, s'il y a un contrôle, s'il y a besoin de preuves ou autre, nous, on a tous les moyens informatiques et juridiques pour présenter des preuves justement inattaquables, du coup, pour reprendre ton mot, C'était pour peut-être pas le bon terme, mais t'as compris. mais non, franchement, si, c'est ça, parce que derrière, il va y avoir des contestations de l'AG, C'est remettre ça, en cause voilà. l'intégrité de l'événement, ou même carrément des organisateurs de l'événement. Des fois, les contextes sont assez, Exactement. ouais. Parce que est-ce que vous avez déjà été confronté, vous, à un litige ou une contestation suite à une AG digitalisée? Et comment vous protégez les entreprises dans ces cas-là? Comment, Oui. Ouais. C'est arrivé quelques fois, et d'ailleurs pour la majorité de ces fois-là, limite on le savait avant même l'organisation de l'Assemblée générale. Dans des contextes parfois difficiles, souvent avec des nominations de nouveaux dirigeants ou autres, on sent que voilà le contexte autour de l'Assemblée générale ou ouais, il même va du y conseil avoir d'administration, hein, ça peut être conflictuel, on va le dire. Et tout de suite on les rassure en disant que bah non, on a tous les documents de preuve, donc on a un certificat d'envoi de convocation qui prouve que la convocation a été reçue, à quelle heure, quelle date, qui a voté, quand. On peut même, si le vote n'est pas confidentiel, aller voir quel est le sens du vote, si jamais il y a une contestation sur le sens du vote recueilli. Donc non, nous, on se protège déjà nous, mais on protège aussi nos clients avec ces preuves-là. Mais oui, alors souvent c'est des contestations assez simples honnêtement à gérer. C'est un participant qui va contester la réception de la convocation. Nous on a le certificat qui le prouve, ou la contestation de son vote, et on a aussi l'eurodatage et le suivi pour le traiter. Donc ça va. Toutes les oui, contestations qu'on a c'est eues, assez simple finalement. non, c'est assez simple. Ouais. Ouais. Avec ce type d'outil, c'est le but, c'est que ce soit Bah, c'est ça. facilement. Ouais. Ouais. Alors, je peux pas m'empêcher quand même de te poser la question parce qu'aujourd'hui on parle tous d'IA. Hein. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous dire très concrètement quelles sont les fonctionnalités IA que vous avez mises en place pour la version 2026? C'est quoi les nouveautés un peu croustillantes? Oui, alors concernant l'IA, c'est un vaste sujet et on est déjà dessus, on présente déjà des fonctionnalités et des résultats assez puissants. On a intégré, pour citer quelques fonctionnalités, on a intégré notamment un expert IA qui a pour premier objectif d'incarner une aide précieuse pour la gestion documentaire, notamment la rédaction du PV et la synthèse des documents partagés aux participants. Pour le PV, l'IA, en tout cas son objectif et ce qu'on propose déjà, c'est de permettre une transcription des échanges sur la base d'un fichier VTT ou d'une prise de notes déjà existante. Et l'IA va y ajouter également l'interprétation des résultats et des documents partagés en lien avec le PV. Donc le but, c'est de se reposer sur l'IA pour rédiger ce document qui est souvent pour nos utilisateurs une tâche fastidieuse. Et derrière l'IA, en fait, c'est aussi d'intégrer des facilitations de lecture des documents pour les participants. On sait que parfois les langages techniques ou les données un peu financières peuvent être dures à digérer. Donc le but, c'est de booster la transparence entre organisateurs et participants en permettant de synthétiser et de simplifier certains documents. Et derrière, en fait, le but de l'IA, et ce qui est intéressant, c'est que c'est challengeable, c'est-à-dire que l'expert va pouvoir être challengé
en lui demandant notamment de simplifier les termes techniques, d'insister sur des mentions spéciales ou autres. Et c'est grâce à l'IA qu'on peut arriver à des résultats rapides et surtout très performants pour nos utilisateurs. Et en termes de futurs projets, mais c'est très court terme hein, pour pas spoiler, mais on prévoit aussi d'utiliser l'IA pour l'interprétation des participations, des relances pendant les AG, avec des calculs assez savants derrière tout ça, et également de gérer le présentiel de façon plus optimale grâce à l'IA. Mais ultra intéressant en tout cas. Donc, alors, après, c'est vrai qu'il y a toujours le volet de se dire non mais bon, c'est un peu la remarque facile autour de l'IA, mais finalement, quel est le rôle après des experts derrière tout ça? Alors, moi, là-dessus, on a relativement peu de crainte, voire pas du tout, parce que on reste sur des événements juridiques. Donc, même s'il y a des tâches à organiser, il y aura toujours de l'expertise juridique autour de ces événements-là. Donc, en fait, tout ce qui va être administratif et rattaché à l'événementiel, le but c'est de l'automatiser et grâce à l'IA d'aller encore plus vite. Mais justement, le rôle de tout ça, c'est de faire ressortir l'essence de l'expertise juridique derrière ces événements en fait. Oui, c'est ça, faire gagner du temps sur les tâches qui sont très administratives et répétitives en fait, pour que les juristes s'attachent vraiment à donner leur valeur juridique et pas répéter des tâches quoi. Clairement, c'est faciliter le quotidien, ouais. C'est ça. Ouais. Et si tu devais, si EasyQuorum pouvait ajouter, je sais pas, une fonctionnalité un peu, j'aime pas trop le terme, mais magique, vraiment sans limite technologique, le truc dingue, ce serait quoi? Sans limite technologique. Sans limite. En vrai, ce qui est assez fou, c'est qu'avec l'IA, c'est limite possible de visualiser un peu de magie. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. J'imagine que ce sera toujours lié à l'IA. Je pense créer un bouton, par exemple, organiser mon AG pour moi, où l'on intègre tous les documents, les chiffres de l'année passée, on clique sur le bouton organiser l'AG et boum, tout est fait, validé, signé, envoyé, archivé en quelques minutes. Ou même avec tu sais les atlas qui vont chercher tout seul dans ton ordi les documents, t'as même pas besoin d'aller les chercher. Exactement. Alors là, on va vraiment jusqu'au bout. Vraiment, voilà. Pourquoi pas. Mais en réalité, c'est vers ça qu'on tend. Hein. Le but, c'est vraiment de raccourcir ce temps de gestion au maximum. Et pour ça, il faut pas uniquement traiter le vote électronique. Il faut, parce que c'est ce qui prend souvent beaucoup de temps. Mais il y a toute la phase de préparation, de centralisation. Ça, c'est très long. Hein. Ouais. Faut traiter beaucoup de sujets pour y arriver. Il y a quand même beaucoup de documentation. C'est très processé quand même le droit des sociétés. Donc, mais clairement. Il y a beaucoup d'administratifs et de paperasse même digitalisé. Mais ouais, il y en a quand même beaucoup. Donc peut-être un bouton magique, fais-moi à partir du mois de mai ou juin, fais-moi toute la documentation corporate de telle société et paf, il va chercher tout seul. C'est ça. Mais honnêtement, ça paraît peut-être même pas plus vraiment magique parce que là, on se penchait par exemple sur un expert IA ou avec qui on peut échanger et qui justement pourrait relancer automatiquement les participants, suivre des quorums. Ouais, exactement. Oui, les relances, parce qu'on n'a pas parlé, mais après, il y a les relances derrière. Enfin, c'est bien d'envoyer, mais il faut aussi qu'il y ait tout ce système derrière. Tout le suivi, c'est ça. Voilà, exactement. Tout le suivi, exactement. Et ça, j'imagine que c'est aussi un paramétrage qu'on peut faire, les relances dans EasyQuorum, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Oui, on a un module statistique complètement dédié où honnêtement, on peut vraiment tout voir. Ça va de qui a indiqué sa présence ou non, qui a consulté un document ou non, en passant par la donnée centrale de qui a donné son pouvoir à qui a voté, dans quel sens ou non. Et justement, ces statistiques-là permettent de se dire est-ce que je vais atteindre mon quorum, est-ce que j'en suis un peu loin, pour justement pouvoir alimenter des relances qui sont automatiques. On peut cibler justement que les inactifs ou envoyer des messages beaucoup plus génériques. Mais par exemple, en ciblant les inactifs, grâce au digital, nous c'est ce qu'on voit, hein, la participation est boostée parce que on va chercher l'attention des participants, on leur demande de s'impliquer et donc fatalement on a plus de retours. Ouais, puis les relances automatiques, des choses comme ça. On a oublié, mais paf, on a une relance. Exactement. Exactement. Ça c'est. Non, mais c'est super bien. Alors, petite touche d'humour, mais est-ce que tu sais ou est-ce que tu peux nous raconter la
pire galère qu'un de tes clients a connue dans une AG avant d'utiliser votre outil? Classiquement, j'allais te répondre, la difficulté d'avoir le quorum ou les erreurs de calcul, l'erreur humaine, etc. Ça, c'est peut-être le simple, mais je crois que la pire, celle où j'ai vu vraiment qu'il y avait eu un impact assez fort. En gros, je crois que c'était pour une AG avec de nombreux participants, papier, un contexte assez tendu depuis un moment dans l'entreprise. Et la précédente AG, en fait, un groupe de participants avait contesté l'Assemblée générale au moment de l'annonce du résultat, en prétendant que les votes étaient truqués, et que la direction, à ce moment-là, se doit de prouver la fiabilité des votes reçus et les bonnes comptabilisations, justement. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu une partie des votes reçus, impossible de remettre la main dessus, et ils ont dû réorganiser l'AG. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas pu rassurer leur actionnariat, n'ont pas pu prouver que c'était OK, et surtout que réorganiser une AG, ça coûte de l'argent, beaucoup de temps, et on n'a plus droit à l'erreur. Oui, tu as raison, en termes d'image, c'est... C'était un échec. Pour eux, c'était un échec, clairement. Alors Maxime, on a parlé de ce qu'est évidemment votre solution EasyQuorum, des cas d'usage, de votre type de client, des nouveautés IA pour les utilisateurs. Est-ce que tu peux nous dévoiler les nouveaux projets 2026? Tellement de choses. Non, peut-être trois gros projets, trois gros focus de 2026. Un qui m'anime beaucoup, c'est que on s'est beaucoup concentré sur les pays que je t'ai cités, notamment la France, surtout. On a comme solution française, donc on a commencé par la France, on s'est étendu avec les pays limitrophes. Mais là, on lance vraiment la commercialisation d'EasyQuorum en Allemagne. Donc on s'est rendu compte que pour plusieurs sujets, et notamment les besoins similaires des directions juridiques, EasyQuorum avait pas mal de choses à faire en Allemagne. Donc c'est le gros focus 2026, on s'étend, c'est assez positif. Et d'un point de vue roadmap, on gros focus sur l'IA, évidemment. Gros sujet sur l'intelligence artificielle et comment elle peut aider les directions juridiques sur ces sujets-là. Et enfin, un peu le focus sur le board portal, parce que EasyQuorum, on a commencé nous avec les assemblées générales il y a une dizaine d'années maintenant. On est facilement devenu un outil ultra complet sur le sujet, et depuis 4-5 ans on a un board portal aussi, donc on traite non pas que les AG mais aussi les conseils, les comités, et notre board portal devient vraiment c'est un très joli module, et on va le consolider en 2026. Donc je dirais que c'est les trois gros projets de l'année prochaine. Je te donne le mot de la fin. Et est-ce que tu as une petite annonce particulière à faire Pour ce positionnement, on a besoin de rendre le nom EasyQuorum plus international, car le mot quorum, c'est très français et ça sonne très assemblée générale quand on y pense. Et pour ça, on souhaite profiter de la notoriété du groupe Wolters Kluwer, auquel on est rattaché, plus précisément de la solution Legisway, et l'idée est que EasyQuorum va devenir Legisway Meeting. Donc aucun impact sur le produit, mais avec le nom Legisway Meeting, on obtient le côté international et on englobe bien nos deux expertises, à savoir les assemblées générales et les boards. Oui, donc ça change rien du tout pour les utilisateurs, mais c'est juste le nom qui va évoluer pour plus de cohérence pour le groupe, c'est ça? C'est ça, ça va dans le sens vraiment du développement d'EasyQuorum. Pas d'impact pour nos utilisateurs, sauf le changement de nom de la solution. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je mettrai aussi en descriptif évidemment un lien sur le site, mais aussi peut-être un lien pour faire une démo, parce que vous faites aussi des démos, je pense. Tout à fait. Et moi je te dis à très bientôt, Maxime. À très bientôt, avec plaisir, Delphine. Merci beaucoup. Si l'émission Legal & Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt.